va passer à une table ronde qui se veut un échange, voire une collision d'idées pour une évolution nécessaire, un changement de modèle, une mutation. On va se poser la question. La modération est assurée par Laurence Bernard, qui est directrice du groupement hospitalier Nord-Dauphiné, et Lionel Panier, qui est secrétaire général adjoint au 5A CFDT. Donc, adaptation ou transformation du système de santé sous l'effet des crises climatiques et environnementales, d'un modèle productiviste à une sobriété pertinente, d'une logique concurrentielle à une approche collaborative, la nécessité d'un cadre de questionnement éthique. Lionel, je te passe la parole. J'ai le plaisir de démarrer, d'accueillir nos deux intervenants. Bonjour Éloi Laurent, bonjour Emmanuel Reusch. Merci d'abord à tous les deux d'avoir accepté de venir à cette table ronde. Éloi, vous êtes économiste, chercheur à l'Observatoire français des conjonctures économiques, professeur à Sciences Po et à Stanford. Vous avez eu également, je crois, une expérience dans les rouages politiques de notre République au sein d'un cabinet d'un ancien Premier ministre. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont un qui est consacré à la santé, si la santé guidait le monde, avec un sous-titre qui est « L'espérance de vie vaut mieux que la croissance ». Donc, vous allez longuement nous parler de ce sujet. Vous avez, entre autres, soutenu la taxe sur le carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous défendez un modèle de décroissance économique, on vient d'en parler et on va en reparler. Vous êtes un combattant acharné, selon vos propres mots, de l'écolo-scepticisme persistant et un défenseur d'une économie sociale plutôt tournée vers la prise en compte du bien-être et de la qualité de vie. Et c'est une dimension intéressante de vos travaux. Emmanuel Reusch, vous êtes professeur des universités, praticien des hôpitaux en santé publique au CHU de Tours. Vous avez été longtemps et toujours membre, d'ailleurs, je crois, du bureau de la Société française de santé publique. Vous êtes également président de la Conférence nationale de santé, qui, rappelons-le, est un organisme consultatif placé auprès du ministre de la Santé et qui a pour charge de formuler des avis ou propositions sur l'amélioration du système de santé, mais également sur l'égalité d'accès aux soins et à la qualité des prises en charge. Et vous êtes également l'auteur de nombreux travaux sur la prévention et la promotion de la santé. Alors, si je puis me permettre, vous incarnez à vous deux le paradoxe de notre situation, puisque le système de santé est à la fois l'un des responsables les plus importants de l'empreinte carbone de notre pays, et en même temps, même si on finit par hésiter à le dire, il lui revient de traiter les conséquences de cette réalité sur la santé de nos concitoyens. Et on le sait, on l'a vu et on l'a réentendu ce matin, les conséquences de la dégradation de l'environnement sur la santé de nos concitoyens s'aggravent et se documentent de plus en plus, avec à la clé un constat terrible qui est aussi que ce sont les catégories sociales les plus exposées aux risques environnementaux qui ont aussi le moins d'accès à l'accessibilité aux soins d'une manière générale, mais également aux actions de prévention sanitaire. On sait aussi que selon, on l'a dit ce matin, et la salle nous l'a redit, que les estimations du Shift Project, l'empreinte carbone du système de soins français se situerait entre 40 et 61 millions de tonnes d'équivalent CO2 et serait responsable entre 6,6 et 10% de l'empreinte carbone française. Et au sein de cette empreinte, à peu près 55% relèverait des questions liées aux médicaments et aux dispositifs médicaux implantables, et le reste à l'offre de soins. C'est dire si le secteur de la santé, et particulièrement le secteur sanitaire et médico-social, a une contribution essentielle à produire dans les années à venir pour respecter l'engagement français de rester sous la barre des 1,5 ou en tout cas au moins des 2% d'augmentation des températures. Et puis par ailleurs, on voit que le changement climatique, et Robert Votard nous l'a redit ce matin, perturbera profondément notre système de santé, à la fois
parce que de toute façon, nous devrons faire face à la dégradation des écosystèmes de la santé sur la santé des populations, mais aussi sur nos propres infrastructures de soins, de par, vous l'avez dit, Robert, de la propagation des maladies, l'augmentation des températures et le dérèglement en tout genre qu'on va subir sur les années qui viennent. Le système de santé a donc une responsabilité majeure de placer au moins la sobriété au centre de ces organisations et pratiques, en renforçant à la fois la prévention, la promotion de la santé et le juste soin, on en a parlé, pour limiter les actes et les prescriptions évitables. Et en même temps, on voit que la majorité de nos structures aujourd'hui ne disposent même pas des bilans complets de leurs propres émissions de gaz à effet de serre, avec une idée qu'on a de nos consommations directes d'énergie, mais qui tiennent peu compte des émissions indirectes sur lesquelles on est plus en aveugle, si je puis dire, liées aux achats, aux déplacements ou encore à l'empreinte numérique qui est importante. Et on sait que l'ensemble de ces impacts indirects représenterait près de 90% des émissions totales de notre secteur. On a donc devant nous un choc de culture, il n'y a pas d'autre mot. On sait aujourd'hui que 84% de nos étudiants nous disent qu'ils estiment qu'ils devraient être mieux formés à l'urgence climatique, à la transition bas carbone et à l'éco-conception des soins. On a des mouvements soignants qui se structurent, qui appellent à agir pour le climat de plus en plus et la santé. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on y parvient ? Comment on transforme? Est-ce qu'on doit muter? Est-ce qu'on doit se transformer? C'est l'objet de notre table ronde. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question. Si vous étiez ministre de la Santé, si vous étiez Aurélien Rousseau, qu'est-ce que vous nous proposeriez comme feuille de route? Vous avez donc une demi-heure chacun pour nous faire part de vos propositions et de vos idées. Et puis, on aura ensuite un temps d'échange avec la salle. Je propose à Éloi Laurent de démarrer et puis Emmanuel Ruche de poursuivre. Merci en tout cas à tous les deux. Alors, écoutez, merci beaucoup. Je suis très, très heureux d'être là pour vous parler de la question de la santé et de l'environnement. A priori, donc, je ne suis ni médecin, ni dans le domaine médical, ni un spécialiste de l'environnement. Je suis un économiste et pourtant, à mes yeux, il est évident que l'économie ne peut pas aujourd'hui développer une réflexion en dehors de la question sanitaire et de la question environnementale. Et pour tout dire, mon idée, notamment celle que je développe dans ce livre qui s'appelle « Et si la santé guidait le monde », c'est qu'en fait, la santé-environnement va devenir la colonne vertébrale du système économique au XXIe siècle. Et je dis bien du système économique, ce n'est pas la santé-environnement comme un élément clé des politiques sanitaires ou des politiques environnementales, c'est tout le système économique qui doit être défini en fonction de nouvelles priorités, de nouvelles finalités. Et je pense qu'il n'y en a pas de meilleur au XXIe siècle que l'articulation entre santé et environnement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire rapidement, on va dire 4 choses essentielles. La première chose, c'est que je vais parler des 2 facettes du sujet environnement dans le sujet santé, d'accord ? Et je pense qu'il faut bien les distinguer, parce que je crois qu'en France, on est sur une facette, mais on néglige l'autre. Ensuite, l'intersection entre santé et climat, vous dire pourquoi est-ce que la santé devient en fait la grande médiation entre les systèmes sociaux et les systèmes naturels dans la réflexion qui est menée sur la crise climatique. Ensuite, vous dire pourquoi il faut dépasser le système économique actuel, le paradigme actuel, que sont des systèmes économiques fondés sur une croissance qui est destructrice à la fois de la santé et de l'environnement, mais aussi de la justice sociale et de la cohésion, pour aller vers ce qu'on appelle la post-croissance, qui est un univers beaucoup plus large que la question de la décroissance, mais qui comprend la question de la décroissance. Et enfin, je vous dirais ce que j'entends par pleine santé, qui est le concept autour duquel je travaille dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie du bien-être, qui est en train de monter en puissance, en particulier à l'OMS. Donc, commençons par le premier point. Il y a 2 sujets, à mon avis, distincts dans la question de l'intégration de la préoccupation environnementale dans le système de santé. Il y a le pilotage du système de soins par l'indicateur carbone. Ça, c'est
une facette, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en France. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire, et on concentre les efforts et la réflexion sur la manière d'intégrer le pilotage carbone, en particulier dans les établissements hospitaliers. D'accord ? Et sous l'influence du Shift Project, de Jean-Marc Jancovici, on se développe partout l'idée selon laquelle il faut que le système de soins français contribue à la réduction nationale des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez que la nouvelle stratégie énergétique française vient de sortir il y a quelques jours. De façon très surprenante, le climat est à peu près absent de cette stratégie énergétique. Nous avons donc une stratégie énergie-climat sans climat qui vient d'être publiée. D'accord ? Mais il n'empêche qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien actualiser la stratégie nationale bas carbone. Et à ce moment-là, on a l'idée selon laquelle le système de soins contribue fortement aux émissions de CO2. Il faut donc introduire des instruments de pilotage dans les établissements de soins pour faire en sorte qu'on réduise les émissions de CO2. Il y a deux dangers majeurs dans cette stratégie. Le premier danger, c'est de rajouter un indicateur supplémentaire dans le management qui est déjà extrêmement compliqué et qui est déjà un pilotage par instrument du système hospitalier, qui fait que nous allons encore rajouter une couche dans le pilotage par indicateur. Vous le savez mieux que moi, les établissements hospitaliers français souffrent terriblement de ce management par indicateur et il y a un vrai problème entre ce pilotage par indicateur du soin et la santé qui est effectivement promulgué, enfin disons dispensé. Et le deuxième danger, c'est de ne considérer la crise environnementale que sous l'angle climatique. Et là, le titre de la journée, crise climatique et environnementale, est bizarre. D'accord ? Parce qu'on a le sentiment que c'est deux choses différentes. Il y a une crise environnementale dont la crise climatique est une facette. Mais ce n'est pas la crise climatique et environnementale. C'est juste que la crise climatique est la plus visible et en un sens aussi la plus tangible du point de vue de ces indicateurs, à commencer par les émissions de CO2, et donc on se concentre sur elles. Mais en fait, tous les efforts dans la communauté scientifique visent à comprendre de manière conjointe les crises environnementales, pour comprendre leurs interactions. Si vous commencez à penser qu'il n'y a que la crise climatique et que vous mettez en place des stratégies zéro émission nette qui vont détruire les écosystèmes et la biodiversité, ce qui est à peu près les stratégies qui se mettent en place aujourd'hui à horizon 2050, vous allez transférer une partie substantielle de la crise climatique vers une crise déjà aiguë des écosystèmes et de la biodiversité. Il faut donc comprendre de manière conjointe les crises écologiques comme une déstabilisation globale de la biosphère. Et c'est pour ça que le GIEC et l'IPBES ont publié ensemble un premier rapport conjoint en 2021 pour comprendre quelles sont les dynamiques communes qui provoquent la déstabilisation de la biosphère. Et évidemment, on arrive immédiatement à la question du fonctionnement du système économique. Il y a des forces communes qui déstabilisent la biosphère et qui produisent les trois grandes crises que nous avons sous les yeux, qui sont la crise climatique, la crise de la biodiversité et la crise des écosystèmes. Et évidemment, au cœur de ce système économique, il y a les structures de production et de consommation actuelles et l'obsession de la croissance économique. Nous sommes aujourd'hui au lendemain de Thanksgiving, qu'on appelle le Black Friday aux États-Unis. D'accord ? Et vous avez en ce moment une polémique sur un spot qui est diffusé par l'ADEME, qui essaye d'inciter les consommateurs français à plus de sobriété, puisque sinon on est dans une dissonance cognitive insupportable. Vous dites aux gens, nous rentrons dans un nouveau siècle, la sobriété est partout déjà dans vos communes, sur l'énergie, l'eau, etc. Mais à part ça, allez-y gaiement, c'est le Black Friday, profitez de toutes les offres promotionnelles. C'est littéralement absurde. D'accord ? Donc on est face à quelque chose qui est que nous avons un système économique qui, de façon tout à fait claire, est en train de détruire la biosphère et donc le soubassement du bien-être humain sous trois angles différents qui sont le climat, la biodiversité et les écosystèmes. Et il faut absolument changer de paradigme économique pour arriver à sortir de cette crise. Mais surtout en n'opposant pas la crise climatique aux autres. Donc, ça c'est la première approche, qui est le pilotage par l'indicateur carbone. D'accord ? À mon avis, c'est porteur d'un certain nombre de dangers, d'accord ? Et d'autre part, c'est insuffisant. Ce qu'il faut, ce n'est pas repenser seulement le système de soins. Il faut repenser la santé au XXIe siècle sous l'angle de la crise écologique. Et ça, c'est un effort beaucoup plus important que simplement piloter les hôpitaux français avec un nouvel indicateur qui serait l'indicateur carbone. D'accord ? Quel est l'état actuel de la réflexion sur l'intersection entre climat et santé ? La santé est en train de devenir, à juste titre,
le grand médiateur entre les systèmes sociaux et les systèmes naturels. Au moment de la grande récession de 2008-2009, d'accord, de la récession économique qui a été consécutive à la crise de subprime, est apparue l'idée selon laquelle il faut s'engager dans la transition écologique pour l'emploi, en faisant des emplois verts. Et l'emploi a été le grand argument qui a été mobilisé au niveau économique pour essayer d'articuler la question sociale à la question écologique. Aujourd'hui, la grande médiation, c'est la santé. Et vous voyez ça de façon très claire à l'approche de la COP28, avec énormément de textes qui émanent de la communauté sanitaire mondiale, disant le climat est la plus grave menace qui pèse sur la santé. Vous voyez ça dans la nouvelle édition du Lancet Countdown, qui est le grand rapport fait par le Lancet sur la manière dont la crise climatique est en train... Donc il y avait un papier dans Le Monde il y a quelques jours qui disait que les systèmes de santé allaient être submergés par la crise climatique. D'accord ? Et on le voit déjà. Un des indicateurs du Lancet Countdown, c'est qu'il y a 85% de plus de mortalité sur les 20 dernières années liées aux canicules chez les plus de 65 ans. En France, c'est 60% de plus de mortalité. Ce n'est pas du tout l'idée sur laquelle la France est un pays tempéré qui est protégé de la crise climatique. D'accord ? L'été 2022, vous avez 60 000 personnes qui meurent en Europe. 60 000 personnes. C'est-à-dire quasiment autant que la grande canicule de 2003, qui était 70 000 personnes. D'accord ? Les canicules qui ont frappé la France en 2022, on est sur 7 000, 8 000 décès prématurés. Donc ce sont et on va vers une canicule sévère au moins par an, probablement 2 ou 3, très très vite, avec une population vulnérable, avec des personnes âgées isolées qui vont être victimes par dizaines de milliers des épisodes caniculaires, et avec des espaces urbains comme cette magnifique ville de Paris où vous êtes, qui ne sont absolument pas préparés à ces menaces. D'accord ? Paris, qui est la ville la plus minérale, grosso modo, il y a une étude du Lancet qui montre que Paris est la ville européenne où on a le plus de probabilité de mourir d'une canicule. D'accord ? Donc si vous faites 1 + 1 = 2, c'est-à-dire que vous prenez Météo France d'un côté sur l'exposition et que de l'autre, vous prenez des indicateurs de sensibilité, d'accord, vous avez un indicateur de vulnérabilité qui est considérable pour la France, totalement sous-estimé. Et ça, c'est seulement sur la question des canicules, et donc ça n'inclut pas les autres questions. Donc, il y aura à la COP28, d'accord, qui s'annonce comme un désastre géopolitique, mais qui est à l'image de ce qu'est le monde. En même temps, il ne faut quand même pas rêver. Hein. Déjà, les COP en tant que telles, c'est pas très efficace. Mais alors, les COP dans un monde en fusion, il ne faut pas trop en demander non plus aux COP. Il y a un point où il ne faut pas rêver. Donc oui, ça va être probablement un résultat assez catastrophique et un effet, même y compris symbolique, d'avoir une COP à Dubaï présidée par quelqu'un qui est responsable, grosso modo, de l'industrie fossile de son pays. C'est évidemment la capture, c'est le symbole même de la capture des COP par l'industrie fossile, en fait, hein, que nous avons sous les yeux. Mais il y aura le 3 décembre, la première journée des COP consacrées à la santé. Pour la première fois dans l'histoire des COP, vous allez avoir une journée entière dédiée au thème de la santé, qui témoigne de la saillance nouvelle de ce thème. Si vous prenez le rapport du Working Group 2, Adaptation et vulnérabilité du GIEC, publié en 2022, en tout cas dans sa première mouture, vous avez 4800 fois le mot santé. Je les ai comptés. Enfin, pardon, j'ai utilisé le logiciel pour les compter, mais disons que je les ai comptabilisés. Donc 4800 fois sur un texte qui fait 3700 pages. D'accord ? Donc c'est plus d'une fois par page. Donc il est évident, et quel est le concept central à comprendre dans l'intersection entre climat et santé ? C'est le concept de co-bénéfice. C'est-à-dire que la santé est un co-bénéfice absolument essentiel de la politique climatique. Si vous atténuez les émissions de gaz à effet de serre et que vous arrivez à stabiliser la crise climatique, d'accord, on l'espère autour de 1,5, 1,6, 1,7, dans le meilleur des scénarios, qui est le scénario SSP à 1,9, je vais y venir, vous avez cette idée que ça va engendrer des co-bénéfices considérables. C'est très important ce concept de co-bénéfice, parce que le concept de co-bénéfice et l'analyse co-bénéfice s'opposent point par point à l'analyse coût-bénéfice de l'économie conventionnelle, qui consiste à tout monétariser, y compris la santé, y compris la vie humaine, via l'opération de valeur d'une vie statistique. D'accord ? Donc vous serez heureux d'apprendre qu'une vie française vaut 3 millions d'euros,
d'accord, selon l'analyse coût-bénéfice, d'accord, et que par exemple vous aviez au moment du Covid un économiste qui écrivait dans Le Monde que en fait, quand on fait des politiques de confinement sous l'effet d'un choc pandémique, en fait, pour être vraiment sérieux et rationnel, il faut utiliser la valeur de 3 millions d'euros pour faire en sorte de ne pas faire des confinements trop longs parce que ça coûte très cher en PIB et que finalement, une vie humaine, c'est 3 millions d'euros. Donc on peut faire une impeccable analyse coût-bénéfice pour essayer de limiter les confinements. Vous voyez le désastre absolu à quoi ça conduit. C'est-à-dire que comme vous faites des confinements trop courts, vous n'arrivez pas à maîtriser le virus, donc la vitesse de reproduction s'accélère. Donc après, il faut faire 6 mois de confinement et en plus, le coût économique est encore plus grand que si vous l'aviez fait de façon sérieuse au début. Donc ce genre d'analyse coût-bénéfice, c'est une catastrophe. Il faut passer de ça, qui est typiquement l'économie du XXe siècle, à une analyse co-bénéfice, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante et importante. Mais le concept central, c'est ça, c'est le concept de co-bénéfice. Et le Lancet a fait un travail formidable de traduction des crises écologiques en langage sanitaire. Pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'on essaye désespérément d'atténuer ces crises écologiques. Il faut intéresser socialement les gens à ça. D'accord ? Donc vous pouvez dire c'est le pouvoir d'achat, c'est l'emploi, etc. Mais en fait, le langage de la santé est un langage beaucoup plus puissant pour essayer d'atténuer les crises écologiques. Donc le premier point, c'est qu'il y a une intersection de plus en plus visible entre la santé et le climat, d'accord ? Et ça suppose de repenser complètement la question de la santé. Comment repenser cette question de la santé ? J'en viens à la question de la post-croissance, de la sobriété et de la pleine santé. Si vous prenez le scénario SSP1 1.9 que Robert Votard a présenté sur ses slides, qui est dans les courbes des 5 scénarios principaux, le scénario le plus optimiste et qui en fait est le seul chemin viable pour l'humanité au XXIe siècle, concrètement, c'est-à-dire qui fait qu'on est à 1,4 en 2030, ça de toute façon on y est à 1,5, on y est déjà à vrai dire, mais simplement c'est sur des moyennes après, mais en fait on va y être déjà en 2023 à 1,5 concrètement. On n'est déjà plus à 1,2, mais si vous prenez la moyenne sur 5 ou 10 ans, donc on va être sur 1,4, ensuite on passe à 1,5, 1,6, sans doute 1,6 en 2050, et après on repasse à 1,4 à la fin du XXIe siècle. Bon, de 1,6 à 1,4, il y a une opération magique dont le GIEC a le secret, qui sont les émissions négatives, donc ça, il y a un problème là-dessus, mais il n'empêche qu'on peut penser qu'on va se stabiliser. La grande question, c'est est-ce que c'est assez, puisque vous avez des papiers sur ce qu'on appelle les limites planétaires et maintenant les points de bascule qui font qu'à 1,5, vous avez des écosystèmes critiques de la biosphère qui basculent en fait dans un univers inconnu. Donc le fait de rester à 1,5 avec les effets de rétroaction fait que vous pouvez très vite en fait excéder 1,5. Et donc ça c'est vraiment la question de savoir à quel moment les points de bascule vont s'actionner. On est en train de vivre une bascule aujourd'hui de la forêt amazonienne qui est en train de se savaniser. Si jamais la forêt amazonienne passe à 20% de déforestation, à ce moment-là, elle enclenche un processus de savanisation et là, vous avez des réactions en chaîne qui sont immaîtrisables du point de vue humain. Donc, on va faire l'hypothèse qu'à 1,5, on limite les dégâts, mais cette hypothèse elle-même déjà peut être discutée. Comment est construit le scénario SSP1 1.9 ? Dans la nouveauté des rapports du GIEC cette année, c'est que, enfin, dans la R6, c'est que ce ne sont plus des scénarios purement biophysiques, des RCP, ce sont des scénarios socio-économiques. Donc vous avez un papier de 2017 qui vous explique comment les différentes familles de scénarios ont été construites. Le scénario SSP1 1.9 vous dit de façon absolument claire que ces hypothèses centrales, c'est la réduction des inégalités sociales et surtout le passage d'une économie fondée sur la croissance économique à une économie fondée sur le bien-être. C'est écrit en toutes lettres dans le scénario SSP1 1.9. Donc quand on parle de post-croissance et de dépassement de la croissance économique, ce n'est pas le fait de hippies marginalisés qui aiment les arbres, les oiseaux et qui ne sentent pas très bon. C'est inscrit au cœur de ce qui est présenté comme le seul scénario viable pour l'humanité au XXIe siècle. D'accord ? Donc ce n'est pas seulement les énergies fossiles qu'il faut abandonner, c'est la croissance fossile qu'il faut abandonner. C'est la croissance économique nourrie aux énergies fossiles. Mais c'est le système de croissance économique. Et pourquoi faut-il le faire ? Parce que si vous remplacez les énergies fossiles par de la biomasse et par de l'électricité soi-disant propre, etc., mais que vous n'abandonnez pas l'objectif de croissance économique, vous allez remplacer un pour un tous les véhicules thermiques
par des véhicules électriques, avec des dégâts colossaux dans les écosystèmes et la biodiversité du Sud global et dans les fonds marins. Donc vous n'avez absolument rien réglé. Vous avez transféré la crise climatique vers une autre crise qui, une fois de plus, est déjà aiguë. Donc c'est vital d'abandonner la croissance économique comme objectif central. D'accord ? Je voudrais vous signaler que cet objectif-là est maintenant un objectif très largement partagé dans la communauté des chercheurs. En mai dernier, au Parlement européen, vous avez eu la plus grande conférence de l'histoire sur la post-croissance. 4000 personnes, 3 jours de débat, 30 sessions, et tous les chercheurs et les chercheuses du monde qui travaillent sur la question de la post-croissance rassemblés pour inventer des nouveaux modèles économiques. Vous avez 3 écoles essentielles de post-croissance, la décroissance, qui sont des chercheurs qui publient des centaines d'articles dans les meilleures revues du monde. Ne pensez pas une seule seconde que la décroissance est un courant marginal du point de vue académique. C'est des gens qui publient dans Science, dans Nature, dans The Lancet, des papiers qui sont extrêmement influents, d'accord, et qui montent en puissance absolument partout dans les universités, dans les centres de recherche et dans le monde académique. La décroissance est un courant extrêmement puissant. Il y a simplement plusieurs générations de décroissance. Il y a la décroissance de Georges Skourogen de 72, il y a la décroissance de Serge Latouche des années 80. Aujourd'hui, la décroissance, c'est des projets ERC financés par la Commission européenne à hauteur de 10 millions d'euros. Si vous prenez les 3 meilleurs chercheurs du monde, que sont Julian Steinberger à Lausanne, Gorgios Kallis et Jason Nickel à Barcelone, d'accord, vous avez... il y a eu un séminaire qui a été organisé il y a 15 jours par la Commission européenne sur le fait qu'elle a financé 30 millions d'euros de projets qui étudient la question de la post-croissance. Je le sais puisque je suis dans l'un d'entre eux. D'accord ? Donc aujourd'hui, c'est un effort académique considérable, et notamment pour doter l'Union européenne de cette nouvelle vision. Parce que la croissance, c'est une vision profondément américaine. Le produit intérieur brut, ça a été inventé par Simon Kuznets en 1934. Au moment où les États-Unis inventaient la croissance, nous, on a inventé l'État-providence en Europe. Ce n'est pas du tout la même société. Donc si l'Europe se présente comme une région du monde qui a une vision calibrée pour le XXIe siècle, avec les vrais piliers de son identité que sont la justice sociale et la soutenabilité environnementale, elle doit évidemment se doter d'indicateurs post-croissance. D'accord ? Donc moi, je crois profondément que l'Union européenne sera le vecteur de cette nouvelle vision. Et c'est aujourd'hui en train de se passer. Bon. Qu'est-ce que la santé ? Quel est le rôle que la santé joue dans tout ça ? Eh bien, moi, je pense qu'au cœur de ce qui s'appelle l'économie, donc premier courant, la décroissance, deuxième courant, l'économie du donut, donc avec les travaux de Kate Raworth, c'est-à-dire le fait de dire, en fond, il y a un plancher social et il y a un plafond écologique, et l'économie, c'est ce qui est entre les deux. Il faut assurer des services essentiels au niveau social, et ensuite, il faut ne pas dépasser les limites planétaires. D'accord ? C'est ça l'idée du donut. Là aussi, ça a énormément d'influence dans les cercles onusiens, et y compris au niveau local, à Amsterdam, à Bruxelles et ailleurs. Et puis le troisième courant, c'est l'économie du bien-être, le well-being economy, dans lequel, moi, qui est mon courant d'appartenance. Et là, on travaille avec les gouvernements, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, l'Islande, la Finlande, pour essayer de mettre les finances publiques sous l'égide de nouvelles priorités. Et qu'est-ce qui se passe quand la Nouvelle-Zélande décide, en 2019, de voter le premier budget de bien-être de l'histoire ? Eh bien, ce qu'elle met comme priorité, c'est la santé. C'est la santé. C'est-à-dire que quand vous dépassez la croissance économique, c'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est « L'espérance de vie vaut mieux que la croissance économique ». Parce que je pense personnellement que l'indicateur de développement essentiel, c'est l'espérance de vie dans toutes ses dimensions. D'accord ? Et que la santé des enfants, si vous voulez, c'est un indicateur un tout petit peu plus important que la question de savoir si les financiers de la City vont avoir un gros bonus, ce qui va augmenter le PIB britannique comme indicateur de développement. D'accord ? Donc, typiquement, voilà, le fait de mettre la santé. Donc, vous avez au sein de l'OMS une réflexion sur comment inventer une économie du bien-être qui mettrait précisément cette santé en lien avec la question environnementale au cœur d'un nouveau système, d'un nouveau modèle économique. D'accord ? Donc c'est ça le lien entre santé, système économique, post-croissance et question environnementale. Alors, par exemple, la question de la sobriété, qui est directement liée à la question de la post-croissance. Dans les rapports du GIEC, alors les économistes sont furieux parce que le GIEC, dans son troisième rapport, le Working Group 3, dit groupe des solutions, mais donc est en fait l'atténuation, le groupe de l'atténuation. Pour la première fois, depuis longtemps, les économistes ont été marginalisés dans ce groupe 3, ce qui est une excellente chose. Ce qui fait que le groupe 3 a produit le meilleur rapport du groupe 3 depuis très longtemps. Et dans ce rapport, vous avez les termes de décroissance qui sont cités en pagaille, les termes de post-croissance qui sont cités en pagaille, et un terme qui, pour la première fois, trouve une définition stabilisée, qui est le terme de sufficiency.
Sufficiency, en anglais, c'est ce qui est suffisant, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français la satiété. La sobriété, même si la sobriété est un concept essentiel qui a été introduit par Negawatt il y a 20 ans et qui maintenant sert de référence, la sobriété n'est pas un terme extrêmement opératoire. Parce que sobre, d'accord, vous êtes ivre, donc a priori en état d'ébriété, d'accord, on vous fait passer dans une cellule de dégrisement et vous devenez sobre. Ça, a priori, ça fait plaisir à personne, en particulier pas en France. D'accord ? Donc, l'idée de la sufficiency, d'accord, de la satiété en réalité, c'est trouver un juste milieu entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Et trouver un juste milieu dans le bien-être humain compatible avec les limites planétaires. Ça nous renvoie à la philosophie d'Épicure. Épicure n'est pas du tout un philosophe de l'excès et de l'abondance. Épicure est un philosophe de la modération. Et dans la lettre à Ménécée, vous avez une distinction absolument magnifique entre les désirs qui sont nécessaires et naturels, les désirs qui sont non naturels et les désirs vides. Et vous avez exactement, en fait, la distinction entre les besoins essentiels et les besoins artificiels. Et c'est à ça qu'il faut parvenir. Moi, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de modèle économique au XXIe siècle en dehors de ce concept de satiété. C'est exactement le bon concept. La question, c'est comment ensuite vous lui donnez de la substance. Parce que satiété, sufficiency, d'accord ? Et donc, dans le rapport du Working Group 3, vous avez l'idée que c'est sur les politiques de demande et que c'est fondamentalement la compatibilité entre un bien-être humain universel et les limites planétaires. Il faut remplir, il faut lui donner de la substance à ce concept. Si je vous dis sobriété, vous me direz en quoi ça consiste. Eh bien, la santé, en fait, est exactement la bonne substance pour la satiété. Il n'y a pas de meilleure façon de remplir ce concept de satiété qu'avec la santé. Et si on veut dépasser la croissance économique, c'est dans la combinaison entre la satiété et la santé. Puisqu'on sait que l'espérance de vie, tout ça sont des besoins satiables, et que la santé est quelque chose de l'ordre du satiable, et que, voilà, donc, voilà une façon de... Bon. Je termine avec un... Il me reste de temps ? Encore 45 minutes, je pense. Il reste combien ? 5 minutes, ok, parfait. Je vais bientôt terminer. Donc, moi je travaille au concept de pleine santé. Partons de la définition de l'OMS de 1948. Okay. La santé est un état complet de bien-être qui n'est pas seulement mental, etc., qui n'est pas seulement l'absence d'infirmité. De façon extrêmement étrange, l'OMS n'a pas mis en place un groupe de travail pour actualiser cette définition de la santé. Cette définition est dépassée au XXIe siècle. Il n'y a pas la question écologique dans cette définition de la santé. Il n'y a d'ailleurs pas non plus la question des liens sociaux. Et il n'y a pas non plus la question de la justice sociale. Que nous ont appris les études sur la santé depuis 20 ans ? Qu'il y a 3 choses essentielles à comprendre sur la santé. Premièrement, le rôle de la justice sociale. C'est pour ça que Richard Horton écrit un éditorial au plus fort du Covid en disant « Le Covid n'est pas une pandémie, c'est une syndémie ». C'est la combinaison entre un virus et des structures d'inégalité sociale. Il faut comprendre le rôle essentiel des inégalités sociales pour comprendre la question de la santé. C'est ce qu'a fait Michael Marmot au Royaume-Uni et c'est ce qu'on fait en France à travers la question d'inégalité sociale. D'accord. Bon, entre parenthèses, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais il faut complètement aussi changer la question des indicateurs de santé. C'est en train d'être fait. On ne calcule plus la santé aujourd'hui en termes de mortalité, etc. On calcule en termes de charge de morbidité. Global burden, d'accord. Et burden of disease, plus exactement. Et burden of disease, vous avez pour la première fois l'assurance maladie qui a fait un exercice de charge de morbidité, de calcul de la charge de morbidité. C'est-à-dire c'est des indicateurs beaucoup plus fins, le DALI, etc., qui permettent en fait notamment de faire rentrer la question environnementale. C'est pour ça que dans le papier du Monde que j'évoquais, ils disent que c'est 1 décès sur 4 évitable qui est lié à des facteurs environnementaux. C'est sur la charge de morbidité qu'ils calculent. Ça permet d'établir une continuité entre mortalité et morbidité. C'est ça que permet de faire le DALI. Bon. Donc la question des inégalités sociales. Okay. Deuxièmement, la question des liens sociaux. L'étude la plus intéressante sur la santé humaine, elle a été conduite par l'université d'Harvard en longitudinal sur 80 ans, où ils suivent sur 80 ans des gens pour savoir quel est le facteur essentiel qui explique leur longévité et leur bonheur. Et qu'est-ce qui est le facteur essentiel qui explique l'espérance de vie et la satisfaction dans la vie ? C'est la qualité des relations sociales. Aujourd'hui, on a dans le monde une épidémie de solitude. C'est une pandémie de solitude que nous avons.
Elle commence évidemment à être reconnue en France, d'accord, mais cette épidémie de solitude est reconnue comme un problème de santé publique aux États-Unis. C'est pour ça que le Surgeon General a publié en 2023 un rapport sur l'épidémie de solitude, parce qu'on se rend compte de l'importance fondamentale des relations sociales. Okay. Deuxième mise à jour de la définition de l'OMS. Troisième mise à jour, la question de One Health, une seule santé, le rapport interdépendant entre santé animale, santé végétale, santé des écosystèmes, santé humaine, c'est ça que nous apprend évidemment le Covid, et santé planétaire, qui est le fait qu'on a en plus une couche supplémentaire qui est la santé de la planète de Gaïa. Ces trois révolutions-là, les inégalités sociales, les liens sociaux et la santé écologique, doivent conduire à une redéfinition de la santé et donc à une redéfinition des systèmes de santé, pas seulement des systèmes de soins. J'en reviens au début. L'intersection entre crise environnementale et santé, c'est bien plus que le pilotage carbone des hôpitaux. D'accord ? C'est le fait de repenser complètement notre modèle. Et si le Covid nous apprend quelque chose, c'est ça. D'accord ? De quoi est-ce qu'on a été témoin ? Le virus a frappé de façon extrêmement inégale, avec une logique impitoyable d'inégalité sociale. Vous voyez ça partout dans le monde. Le Covid nous a privés de ce qu'on a le plus cher au monde, qui est nos liens sociaux. Et on en a souffert avec comme conséquence aujourd'hui une crise de santé mentale aiguë en France, en particulier dans la jeunesse. D'accord ? Et le Covid nous montre l'interaction entre la santé d'une chauve-souris sur le marché d'animaux vivants de Wuhan et la santé d'une adolescente qui est dans sa chambre, privée de ses liens sociaux pendant 2 mois parce qu'il y a une politique de confinement. Si on traite les animaux comme ça, on aura ce genre de conséquences. Et je vous signale de façon comme ça accessoire qu'il y a une grande inquiétude en ce moment aujourd'hui en Chine sur le fait qu'il y a un certain nombre de maladies respiratoires chez les enfants, d'accord, qui nous annoncent peut-être une prochaine pandémie. Bon, donc il y avait une alerte il y a 2 mois en Inde sur voilà. Donc tout ça pour vous dire, vous êtes content d'être venu. Alors, donc tout ça pour vous dire que donc voilà, donc ces 3 révolutions-là doivent effectivement, voilà. Donc moi j'appelle ça la pleine santé, c'est-à-dire qu'en fait, de façon totalement immodeste, je propose une redéfinition de la santé à l'OMS, qui n'en a cure, mais c'est pas grave, sur le fait qu'en fait la santé, c'est un état continu de bien-être entre qui relie 3 dimensions essentielles, la santé psychologique et la santé physiologique. Hein, une fois de plus, vous pouvez vouloir sauver des corps en massacrant des esprits, c'est ce qu'on a fait avec les politiques de confinement, donc il faut faire très attention aux continuités psychologiques, physiologiques. La continuité entre santé individuelle et santé collective, c'est là où vous avez la question des liens sociaux et de la justice sociale, et la continuité entre santé humaine et santé écologique, c'est là où vous avez la question de une seule santé et santé planétaire. Et là, effectivement, vous avez un modèle complètement différent de, non plus seulement de soins, mais de santé. Voilà. Et là, vous avez à la fois des outils pour affronter les chocs climatiques, aussi pour affronter les chocs pandémiques, parce qu'on est entré dans un nouvel âge, que moi j'appelle l'âge de l'insécurité sanitaire. Si vous regardez la surmortalité en France depuis 2019, il y a une surmortalité de 60 000 chaque année, d'accord, dans un mélange entre le Covid et les canicules. D'accord. C'est absolument stupéfiant. L'INSEE vous montre ça très bien dans une courbe. Vous prenez les décès attendus et vous prenez les décès observés, et vous voyez qu'il y a une surmortalité qui est en train de devenir structurelle. Je ne crois pas du tout que ce soit un accident. Je pense que c'est une insécurité sanitaire. On se soucie beaucoup en France de l'insécurité. Je veux dire, l'insécurité liée aux violences entre les personnes, c'est des cacahuètes en termes de mortalité. La vraie insécurité, c'est le mélange entre des maladies chroniques, un corps social épuisé et des chocs écologiques qui vont devenir de plus en plus violents. Et ça, c'est une insécurité autrement plus forte. Voilà. Donc, construire des protections contre cette insécurité sanitaire, au siècle des chocs écologiques, ça, c'est un sacré défi. Et utiliser les liens sociaux comme bouclier contre les chocs écologiques, ça, c'est effectivement quelque chose de fondamental. On a travaillé là-dessus à Uzès, dans la ville d'Uzès du Gard, pour essayer de travailler à des protections collectives contre les canicules et réinventer les liens sociaux contre les canicules. C'est une menace immédiate pour la population française, mortelle, et une fois de plus, on a une population qui est épuisée par le Covid. Donc, vous savez, c'est des enjeux qui sont autrement plus importants que la question de savoir si on va rajouter un indicateur de plus dans le tableau Excel du management hospitalier. Voilà, merci beaucoup. On n'est pas déçus, monsieur Laurent. Alors, après cette intervention décoiffante et sur laquelle je pense qu'on aura l'occasion de revenir,
On va passer donc la parole à Emmanuel Ruch. Il y a bien sûr des thèmes qui ont été abordés par Éloi Laurent qui viennent challenger votre intervention, vous qui êtes donc un prof de santé publique. Et si on prend cette notion, par exemple, de satiété des besoins de santé, mais aussi effectivement la contribution du modèle économique actuel à un certain nombre de problèmes de santé. Donc à vous de vous saisir de ces passages de balles pour nous ouvrir l'esprit dans la continuité de l'intervention d'Éloi Laurent. Merci beaucoup pour cet engagement dynamique, Éloi, que vous avez proposé. Alors j'avais un diaporama, est-ce que c'est possible de l'afficher ou pas ? Ce qui me permettra de reprendre un certain nombre de points qui ont été évoqués avec une approche un petit peu différente dans la formulation, mais très complémentaire sur les messages de fond. Alors, je vais le faire en 3 temps peut-être, avec d'abord quelques éléments de contexte qui vont rejoindre, vous allez le voir, ce qui vous a été présenté brillamment à l'instant. J'ai repris cette première diapositive sur les objectifs du développement durable pour dire le lien qu'il me semble nécessaire de faire entre environnement et santé. Alors, la santé est au 3e point, notamment de cette liste un peu à la Prévert d'objectifs du développement durable, puisque le 3e point est sur l'accès à la santé, ce qui n'est qu'une vision très limitée de ce que l'on pourrait appeler le santé et le bien-être. Il me semble que l'ensemble des objectifs du développement durable qui sont présentés ici, en fait, participent, bien sûr, pour la plupart d'entre eux, au bien-être. Et vient challenger la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui a été très bien présentée à l'instant. Alors, je l'évoque parce que j'ai quelques cheveux blancs maintenant et dans mon cursus de médecin de santé publique, cette conjonction entre environnement et santé, je l'ai vue progressivement apparaître. Ce n'est pas quelque chose historiquement qui a été évident. Je le dis parce que il me semble que la notion de développement durable sur lequel je reviendrai, parce que c'est un concept des années 1987, suite à la Commission mondiale de l'environnement, pilotée par Madame Brundtland à l'époque, quelque part, ma vision, c'est que c'est un concept qui tente de concilier à la fois croissance économique et limites planétaires. Pas forcément très santé, historiquement. Donc on a un mouvement autour du développement durable qui challenge cette question environnement et économie. De l'autre côté, du côté de la santé, on a la santé publique. Et derrière la santé publique, on a un autre mouvement qui est celui de la promotion de la santé, qui émerge dans un contexte académique, historique, culturel, un peu en parallèle et de façon différente de celui du développement durable. Mais il me semble que promotion de la santé et développement durable, aujourd'hui, sont 2 dynamiques qui progressivement se rejoignent et qui d'ailleurs mettent en avant de façon peut-être instrumentalisée, mais malgré tout mettent en avant un certain nombre de points communs, notamment autour des valeurs. Et je finirai ma présentation tout à l'heure sur ce point-là, c'est la question de la gouvernance. Comment est-ce qu'on peut participer et faire participer les habitants, les citoyens, les usagers à une gouvernance qui soit, dans le terme anglo-saxon ou dans le terme des instances internationales, c'est la gouvernance participative. Nous, en France, on préfère parler de démocratie en santé. Mais je ferme la boucle. Donc, ce premier point qui est dire ce lien nécessaire entre environnement et santé, qui en partie s'inscrit à la fois dans le développement durable et dans la promotion de la santé. Alors, quand je parle de promotion de la santé, vous êtes bien, je pense qu'on est d'accord, je parle de la promotion de la santé au sens de la Charte d'Ottawa de 1986. Et je parle du développement durable au sens de la Commission médicale mondiale de l'environnement de 1987.
la période et la proximité de la période ne vous échappera pas. Pardon, j'ai fait dans le mauvais sens. Est-ce que je peux revenir en arrière? Voilà. Le deuxième point, j'ai souhaité reprendre ici la définition du développement durable. Et puis, c'est 1987, mais il y a eu d'autres réflexions avant sur la question crise environnementale ou crise des sociétés humaines tout simplement. Et je fais là allusion, alors il y en a eu d'autres, hein, mais je pointe simplement l'accent sur le rapport Meadows de 1970, si je ne me trompe pas, qui s'intitulait « Halte à la croissance ». Et si je l'évoque ici, c'est parce que la question climatique, pour moi, s'inscrit, comme cela a été dit précédemment, dans plus généralement une question du développement des sociétés humaines, de leur impact sur l'environnement, et que la crise climatique est un exemple de l'impact sur l'environnement. Donc vous retrouvez des propos très similaires, je vais faire vite. Le troisième point de cette introduction, je regarde l'heure en même temps, pour essayer de laisser du temps à des échanges. Le troisième point, c'est que depuis longtemps, je fais des cours à des étudiants sur les déterminants de la santé. Les déterminants de la santé, vous savez, c'est ces facteurs qui influent sur l'état de santé. La particularité du champ de la santé, c'est qu'il n'y a pas que le système de soins ou de santé qui participe à l'amélioration de la santé et le bien-être de la population. On a bien sûr le système de soins, on espère qu'il contribue à l'amélioration de la santé de la population, mais il y a d'autres déterminants et habituellement on les présente au travers de schémas que je n'ai pas repris ici, mais on sait qu'il y a des facteurs biologiques et endogènes qui participent à la santé des populations, les caractéristiques génétiques et biologiques de chacun d'entre nous. Il y a des facteurs environnementaux qui participent à la santé. Il y a des facteurs mode de vie qui participent à la santé, alcool, tabac, société de la voiture, etc. Il y a des facteurs et des déterminants psychosociaux, on se rapproche de la question de la santé mentale, ou de ce qu'on dirait aujourd'hui des compétences psychosociales, qui sont des éléments plutôt acquis que innés au travers d'un dispositif que chaque pays a mis en place plus ou moins, au travers d'un système d'éducation qui comprend aussi bien l'éducation nationale au sens classique du terme que la famille ou d'autres dispositifs qui participent à l'éducation de chacun d'entre nous. Cette présentation, entre guillemets, des déterminants de la santé est quand même une présentation très, comment dire, allez, neutre. Je vais dire ça comme ça. Pas très politique, en tout cas. Et donc, on a vu récemment, y compris le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, nous parler des déterminants commerciaux. Et donc, un verbatim de cette intervention de cette personne, que l'on partage, je pense, la santé ne commence pas dans les cliniques ou les hôpitaux. Alors c'est une traduction, excusez-moi de ma part, et peut-être pas tout à fait fidèle, mais à peu près. Pas plus que la justice ne commence dans les tribunaux ou que la paix ne commence sur le champ de bataille. La santé commence dans les conditions dans lesquelles nous sommes nés et avons grandi, dans les écoles, les rues, les lieux de travail, les maisons, les marchés, les sources d'eau, les cuisines et dans l'air que nous respirons. On retrouve là les déterminants de la santé. Et dans cette mise à disposition d'un certain nombre de ressources, il y a bien sûr des acteurs commerciaux qui jouent certainement en partie un rôle vital en mettant à disposition un certain nombre de biens que l'on pourrait considérer comme des biens essentiels, répondant à des désirs nécessaires et pas forcément à des désirs vides, comme je l'ai noté tout à l'heure, évoqué par Éloi. Le constat aujourd'hui, c'est que les produits et pratiques de certains acteurs commerciaux, et notamment les plus grands d'entre eux, mais pas que, ont des effets de plus en plus négatifs sur la santé et sur l'équité en santé. Et le directeur général de cette instance met en avant 4 produits commerciaux: le tabac, pas très étonnant, l'alcool, pas très étonnant, les aliments ultra-transformés, et les combustibles fossiles, responsables d'un tiers des décès sur la planète. Chiffres certainement très largement sous-estimés car ils ne tiennent pas compte de nombreux autres produits ou autres pratiques des industries ou des acteurs commerciaux.
Donc quand on évoque les déterminants mode de vie, comme je le fais habituellement dans mes enseignements, ou les déterminants environnementaux, je ne pointe pas forcément la responsabilité des uns ou des autres. Quand on parle de déterminants commerciaux, on commence à poser la question des acteurs à l'origine de ces déterminants environnementaux ou mode de vie. Et donc, pour continuer sur les pas de cette personne, la santé publique ne peut pas s'améliorer sans une action sur les déterminants commerciaux de la santé, du niveau local au niveau mondial. Et de nouvelles formes de gouvernance de la santé publique sont donc nécessaires pour prendre en compte les déséquilibres de pouvoir et d'information. Lorsque la Conférence nationale de santé a rendu un avis sur la future stratégie nationale de santé, qui a été mise en consultation publique il y a quelques mois maintenant, l'une des questions que la Conférence nationale de santé, dans son avis, a posées, c'est où se trouvent les leviers d'action vis-à-vis des déterminants commerciaux de la santé. Ce n'est bien sûr absolument pas évoqué dans la stratégie nationale de santé. Alors, en pratique, et je vais faire vite pour aller sur quelques messages essentiels de mon point de vue. Alors, on sait bien que adaptation ou transformation du système de santé vis-à-vis des crises climatiques et ou environnementales, on sait bien que ces crises climatiques et ou environnementales vont entraîner des modifications sur les besoins de santé. Ça a été très bien évoqué par le premier orateur de la journée. Je ne vais pas revenir là-dessus de façon longue en tout cas. Le deuxième point, c'est le système de santé qui participe à la crise climatique et environnementale. On l'a évoqué notamment au travers de la question de l'empreinte carbone du système de santé. Je vais donc pouvoir aller très vite sur ces éléments-là qui ont déjà été balayés ce matin. Après, je vais peut-être vous poser quand même la question, et deux points en particulier. Alors un point que je n'ai pas encore évoqué ici, mais le deuxième point, ce sera la question de la gouvernance, de la régulation, et donc de la place des instances de démocratie en santé, dont je vais essayer de faire un plaidoyer. Alors, sur la modification des besoins de santé entraînés par la crise climatique et environnementale, ça a déjà été présenté, et le deuxième intervenant a indiqué qu'il y avait une façon d'aborder la question du lien entre santé, environnement et d'ailleurs économie, qui est autour du concept de One Health. Alors, on peut traduire une seule santé ou un monde, une santé, comme vous le souhaitez en français. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Il est clair quand même que cette façon d'approcher la question de la santé dans ses liens avec l'environnement, à la fois la santé animale, la santé végétale, l'état écologique global et la santé humaine qui n'est qu'un animal parmi l'autre, pour ce qui nous concerne, en tout cas pour l'espèce Homo sapiens sapiens. Voilà, donc cette évolution-là dans la réflexion, elle est bien sûr très utile, elle a des conséquences très directes sur le système de surveillance en termes de santé sur l'ensemble de la planète. Donc ça a des aspects très pratiques sur qu'est-ce qu'il faut surveiller, où, quand, comment, sur l'émergence des maladies infectieuses notamment. Donc on a là des enjeux qui sont bien sûr très importants. Je vais passer, vous avez là la représentation classique, je passe pour laisser du temps ensuite à d'autres éléments. On a parlé des phénomènes météorologiques, et quand même, je ne peux pas ne pas pointer le fait, ça a déjà été dit à 2 reprises, mais il faut vraiment, je pense, continuer à l'évoquer, c'est que ces conséquences frappent d'abord les populations les plus vulnérables. Je ne suis pas sûr que dans nos pratiques, dans nos décisions politiques, ce soit quelque chose qui soit vraiment mis en œuvre. On y pense tous, la sensibilité, je pense, sans faire de procès d'intention à qui que ce soit, la sensibilisation à cette question des inégalités sociales et ou territoriales de santé est bien présente, mais sa traduction en termes d'action, je pense qu'il y a une large marge d'amélioration. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur les 49 millions de tonnes d'équivalent CO2, on en a parlé, je vais plutôt faire une insert sur la transformation ou l'évolution du système de santé. Alors, il y a 3 éléments qui me semblent importants pour participer, entre guillemets, à cette gestion ou à ce challenge ou à cet enjeu qui est la crise climatique et environnementale. C'est le virage
vers la prévention et la promotion de la santé. Je ne vais pas m'appesantir sur le virage ambulatoire, mais ça peut être une question qu'on peut débattre aussi. Et je ne vais pas non plus m'appesantir, parce que je n'aurai pas le temps, sur le virage numérique. Donc je ne vais reprendre que la question de la prévention et de la promotion de la santé. Vous avez compris qu'étant médecin de santé publique, j'ai un prisme et un parti pris un peu de ce côté-là nécessairement. Alors, excusez-moi. Sur cette question de la prévention et de la promotion de la santé, je crois qu'il y a 3 dilemmes, ou en tout cas 3 éléments de tension que je souhaiterais partager avec vous. Le premier élément de tension, quand on parle de prévention, on parle de prévention primaire, les actions qui évitent l'apparition des maladies ou des problèmes de santé, la prévention secondaire, qui permet de trouver précocement un problème de santé pour le traiter plus facilement, la prévention tertiaire, qui s'adresse à des personnes malades ou ayant un problème de santé pour limiter les conséquences fonctionnelles et ou sociales, l'insertion scolaire, l'insertion au travail, par exemple, ou l'éducation thérapeutique du patient, qu'on rentre dans cette partie prévention tertiaire, et puis la prévention quaternaire qui est apparue plus récemment et qui est la question d'éviter les actes inutiles. Alors sur cette question d'éviter les actes inutiles, sans doute que l'on peut l'inscrire dans les actions qui permettent d'éviter l'impact du système de santé sur le changement climatique et ou environnemental. Et on sait qu'il y a des sujets très concrets, par exemple dans le domaine de la cancérologie, quand on parle de la désescalade thérapeutique. Quand on en est à la 6e, 7e, 8e ligne de chimiothérapie, bon, certes... Je ne sais pas comment je ferai si jamais j'ai un jour un cancer et que je sois dans cette situation. Est-ce que je voudrais la 7e ligne de chimiothérapie pour prolonger ma vie de 2-3 mois ? Voilà, je ne veux surtout pas faire de procès de morale ou d'intention à qui que ce soit. Mais quand même, collectivement, est-ce que vraiment on est sûr d'améliorer le bien-être, y compris des personnes concernées ? Donc la question de la désescalade. Et puis, on le sait aussi, si je reviens sur les déterminants commerciaux, la dernière fois que je suis allé voir mon chirurgien dentiste préféré, j'étais à peine assis sur la salle d'attente que j'ai un technicien qui est venu me proposer de le suivre pour faire un panoramique dentaire que je n'avais pas demandé, que le médecin chirurgien dentiste n'avait pas demandé non plus, mais enfin, voilà. Donc, j'ai dit non, mais qui dit non à ça ? Quand on vous propose ça, habituellement... À part quelques huluberlus qui refusent, la plupart vont accepter, bien sûr. Donc la question des déterminants commerciaux, y compris bien sûr dans notre système de santé, au travers de l'industrie pharmaceutique, de la financiarisation d'une partie de notre système de santé, je pense laboratoire de biologie, je pense chirurgien dentiste, je pense à d'autres domaines encore, radiologie, etc., où on voit des acteurs financiers qui deviennent de plus en plus, qui occupent de plus en plus de place. Donc, est-ce que la stratégie nationale de santé nous parle de la financiarisation du système de santé ? Je n'ai pas l'impression. Donc ça, c'est passer de la prévention quaternaire, faire de la prévention quaternaire, c'est important, éviter les actes inutiles, c'est important, mais peut-être qu'il faut remonter vers prévention tertiaire, secondaire et primaire. La prévention primaire, c'est encore mieux. Ça, c'est un premier dilemme. Deuxième dilemme, ou tension, élément de tension, c'est la limite ou les choix entre le curatif et le préventif. Alors, ça fait tellement d'années qu'on me parle que la prévention, c'est une priorité, que je me dis que le système a certainement beaucoup changé depuis qu'on en parle, mais enfin, quand je l'observe, je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, je vais prendre un exemple. Je suis dans une commission d'expertise, dans une instance que vous connaissez tous, la Haute Autorité de Santé. On donne des avis d'efficience sur un certain nombre de médicaments et de thérapeutiques. Par exemple, une chimiothérapie pour cancer du col de l'utérus. Et donc, on fait un avis d'efficience, c'est-à-dire que l'on fait les études coût-utilité, pas coût-bénéfice, mais coût-utilité. Alors parfois coût-efficacité, mais d'habitude, on tient compte de la qualité de vie des individus. Donc, coût-utilité. Donc, sur cet exemple de traitement chimiothérapie des cancers du col de l'utérus, quand on regarde l'impact budgétaire, c'est 150 millions
d'euros sur 3 ans, 50 millions par an environ. C'est en tout cas comme ça que l'étude d'impact budgétaire présente les choses. Ça voudra dire que si on accepte de prendre en charge collectivement ce traitement, à travers un tarif qui est voulu par l'industriel en tout cas, bien, ça veut dire sur 3 ans une dépense de 150 millions d'euros pour traiter 2000 personnes, 2000 femmes. L'âge médian, c'est 41 ans à peu près pour le cancer du col de l'utérus. Ce qui fait environ, je pense, ça doit faire 75 000 euros par femme, à peu près. Alors, vous m'avez dit que c'était 3 millions d'euros, la vie humaine. Bon, finalement, c'est pas très cher, 75 000 euros. Alors après, ça, c'est le curatif. Moi, dans ma tête, je me dis, on sait que les cancers du col de l'utérus, c'est notamment dû au papillomavirus. On en parle aujourd'hui, on fait beaucoup de vaccinations en ce moment sur le sujet. Donc, 70 à 90% des cancers du col de l'utérus sont liés au papillomavirus. C'est ce que nous disent les scientifiques. Je crois les scientifiques. Toujours. Donc, je me dis, peut-être que si on mettait cet argent, ces 150 millions, pour faire la vaccination contre le papillomavirus de nos jeunes enfants, peut-être que ça nous permettrait de ne plus avoir de cancer du col de l'utérus et donc de ne plus avoir les 150 millions. Donc, 150 millions, ça permet à, mettons que ce soit environ 115 € la dose de vaccin, ça nous permet d'en acheter déjà 1 300 000 vaccins. Je crois qu'il faut 2 doses pour le garde d'asile. Je ne sais plus bien, mais il me semble. Il faut 2 vaccinations, il faut 2 doses. Donc ça permet en principe, avec 150 millions, si le tarif est toujours, je trouve ça cher, mais 115 € le vaccin, la dose, ça permet 1 300 000 doses. Donc si je divise par 2, ça fait 750 000 environ personnes vaccinées, c'est-à-dire une génération complète. On a environ 700 000 naissances. Et donc je vaccine tout le monde. Et j'évite les cancers qui viennent après. Alors, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est un exemple positif et optimiste, parce que nous sommes en train de faire la campagne de vaccination contre le HPV. Donc, nous sommes capables de le faire. Et on économisera certainement, je l'espère, de l'argent qu'on utilisera pour autre chose dans le champ de la santé ensuite. Alors, j'ai oublié de dire, c'est 150 millions d'euros pour une chimiothérapie, donc ce n'est pas forcément pour guérir les gens, par ailleurs. Mais je referme la parenthèse. Ça, c'est le deuxième dilemme, c'est comment est-ce qu'on privilégie les dépenses de prévention versus les dépenses de curatives. Ça ne veut pas dire qu'il faut les opposer, mais il y a quand même un moment où c'est une question de coût d'opportunité, comme nous diraient les économistes. Et le coût d'opportunité, c'est quand je dépense 150 millions pour traiter 2000 personnes, et c'est très bien, je suis sûr que c'est très bien, ça veut dire que je renonce à faire quelque chose d'autre. Et donc je renonce peut-être à de la prévention. Troisième dilemme, si je suis dans la prévention. Je me dis, je suis dans le monde qui a fait le choix de la prévention. C'est parfait. Éloi a évoqué tout à l'heure une campagne publicitaire sur la sobriété, ou qui est portée par le ministère de la Transition écologique, je crois. L'ADEME, pardon. Quand on est sur la prévention, il y a 2 façons d'agir. On peut agir en favorisant des environnements favorables à la santé. Quand je dis des environnements, c'est physiques ou sociaux, pas que physiques. On peut agir sur les environnements, ou alors on peut agir sur les comportements. Alors les 2 sont liés, bien sûr. Mais si je prends la stratégie nationale de santé qui nous a été proposée, j'ai été agréablement surpris sur la première finalité qui est autour de la prévention, d'y trouver une structuration qui dit on va agir sur les environnements et on va agir sur les comportements. Parfait. C'est 2 leviers d'action en termes de prévention qui sont importants, voire en termes de promotion de la santé d'ailleurs. Le premier levier d'action, agir sur l'environnement. Je vais l'illustrer au travers de ce qu'il y a dans la stratégie nationale de santé. Il y a un chapitre sur améliorer la santé liée à
au transport et à la sécurité routière. Et dans la sécurité routière, dans cette amélioration de l'environnement, on nous parle de faire de l'éducation à la sécurité routière, mieux conduire. Mais ça, c'est pas améliorer l'environnement. Ça, c'est essayer d'agir sur les comportements des gens. Agir sur l'environnement, ce serait d'avoir des routes de bonne qualité, avoir des véhicules de bonne qualité pour tout le monde, qui protègent tout le monde. C'est ça, agir sur l'environnement. Agir sur les comportements, c'est toujours la question, eh bien, à chacun d'entre nous, voilà, d'être acteur de l'amélioration de la planète. Mais c'est comme quand on me dit de faire de l'activité physique. C'est quand même plus simple si j'ai une piscine à côté, une piste cyclable ou des équipements. Agir sur l'environnement, c'est mettre ça à disposition. Après, dire aux gens, utilisez-les, très bien. Mais si on commence par faites de l'activité physique sans les structures qui le permettent, je me demande si on n'est pas dans de l'injonction paradoxale. Je referme la parenthèse. C'est le troisième élément qui me semble important dans le domaine de la prévention. Ce qui marche le mieux, c'est d'améliorer les environnements. Ça a été prouvé scientifiquement. Je fais toujours confiance aux scientifiques. Alors que l'injonction des comportements, les résultats sont beaucoup plus modestes. Je referme cette parenthèse. Et dernier point, la question des instances de démocratie en santé. Alors moi, je suis président de la Conférence nationale de santé, qui est une instance qui réunit, vous le savez, 97 membres titulaires, 97 membres suppléants, réunis dans 5 collèges, le collège des offreurs de soins, le collège des usagers, le collège des partenaires sociaux et des assurances maladie, le collège, un collège un peu mixte autour de la prévention, de l'observation, de l'industrie, et un 5e collège, je ne les ai pas dit dans l'ordre, qui est plutôt lié aux représentants sur les territoires, les collectivités territoriales notamment. Donc nous sommes une instance multilatérale. J'insiste sur le multilatéral. D'ailleurs, en introduction, le secrétaire général, si je ne me trompe pas, a indiqué qu'il fallait une méthode dans les prises de décision, dans les négociations. Je le rejoins tout à fait. Je le vis tous les jours. Mais la méthode, il l'a dit, c'est qu'on est tous ensemble des fois, et parfois, il peut y avoir du bilatéral. Sauf que, dans le champ de la santé, moi, mon sentiment, c'est que la négociation se fait d'abord en bilatéral et très rarement en multilatéral. Donc la Conférence nationale de santé, comme les conférences régionales de santé et de l'autonomie, comme les conseils territoriaux de santé, qui sont les 3 instances que j'intitule instances de démocratie en santé, ce ne sont pas les seules et elles n'ont pas le monopole de la démocratie, bien sûr. Mais ces instances ont la caractéristique d'associer, sous une forme multilatérale, un très large éventail d'acteurs du système de santé. Alors on aimerait bien que dans les conseils territoriaux de santé, on y retrouve aussi les partenaires sociaux, parce que ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais on ne désespère pas de faire changer le système un peu. Et donc, mon plaidoyer, c'est qu'il faut s'appuyer sur ces instances de démocratie en santé. Alors s'appuyer, ça veut dire qu'il faut jouer le jeu du multilatéralisme. Ça veut dire aussi qu'il faut leur donner quelques petits moyens, parce que la démocratie, vous le savez, ne se fait pas sans moyens. Et qu'il faut également, entre guillemets, investir ces instances, et je vous y convie largement. Merci à vous. Merci beaucoup